Donc bonjour à vous. Alors bienvenue à cette activité sur les circuits électriques. Je me sens bien seul puisque nous sommes en direct sous Teams et que je suis le seul participant. Donc les prochaines fois, je vous inviterai à venir participer parce que vous voyez que là, je vais faire la présentation du cours, une vidéo sur les cours et vous auriez pu tout simplement m'interroger. Bon, si vous regardez cette vidéo, au moins, on va pouvoir répondre aux questions. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le chapitre 9 et le chapitre 10. Donc on va regarder les circuits électriques pour commencer, chapitre 9, et les circuits électriques mix, chapitre 10. Donc pour pouvoir suivre, vous pouvez aller à vos notes de cours, c'est à partir de la page 136. Vous allez voir que les présentations varient un petit peu parce que je peux avoir rajouté des informations, mais finalement, on va réussir à suivre quand même assez facilement. Et je vais faire les calculs en direct avec ma calculatrice, pouvoir prendre aussi quelques notes comme ceci. Donc voilà. Donc on commence. Donc ce qu'on a vu au moins dans le chapitre 8, ce que vous avez écouté dans la vidéo, ce que vous connaissez maintenant, vous connaissez tout ce qui est notion de puissance électrique. Donc la puissance. On a vu la notion de la tension électrique, delta V, donc une différentielle d'altitude. C'est l'équivalent d'une différentielle d'altitude, donc c'est une différentielle de potentiel. La tension est une différentielle de potentiel, donc ça nous donne une idée de l'énergie électrique. On a vu la notion de courant, comme le courant d'une rivière. Donc l'électricité, on peut vraiment faire cette analogie avec une rivière. La tension, c'est une différence d'altitude. Donc c'est vraiment comme une cascade. Et le courant électrique, c'est comme le courant d'eau, c'est la quantité d'eau qui va passer par seconde. Bon, bah, le courant électrique, c'est la quantité de charge qui passe par seconde. Et par définition, la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Dans le chapitre 8, on a poussé un petit peu plus loin. On a vu, on a commencé à voir différents éléments qu'on va rencontrer dans notre circuit électrique. Donc, on va rencontrer l'élément de résistance. Donc, la tension à une résistance, c'est égal à R fois I. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et puis, finalement, bah, comme la puissance et la tension fois l'intensité, pour une résistance, bah, ça a donné R fois I, donc RI carré. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance, elle va recevoir des électrons en elle va ralentir un petit peu ces électrons, donc elle va prendre de l'énergie à ces électrons, elle leur prend de l'énergie cinétique, et elle transforme ça en énergie électrique, et cette énergie électrique, en fait, devient de la chaleur. Donc, une résistance, ça chauffe. Une ampoule, c'est la même chose. Vous faites passer une vieille lampe incandescente, vous faites passer un courant dans un fil, vous voyez que bah, ça chauffe, et ça chauffe tellement que ça va émettre de la lumière. De la lumière, c'est de la chaleur. Il faut comprendre ça. Vous voyez, vous allez au soleil, vous vous faites griller au soleil, bah, vous recevez de la chaleur. Et après, bah, on a vu dans le dernier chapitre bah, un petit peu comment dessiner le circuit électrique, donc comment dessiner bah, une source de tension, comment dessiner une résistance, un interrupteur, etc. etc. Donc c'est des choses qu'on a vues dans le dernier chapitre. Là, on va pousser un petit peu plus loin. On va vraiment s'intéresser maintenant à les circuits les plus simples qu'on peut rencontrer. Bon, l'électricité, un déplacement de charge, ça c'est un petit rappel, donc on l'a vu. Résistance d'un conducteur, vous n'aurez pas cette question, mais c'est juste que la résistance d'un fil, etc., est définie à partir de ses dimensions et de la nature du fil, tout simplement. Donc voilà. Bon, composition d'un circuit électrique. Donc toujours, on est rendu à la page 106. Qu'est-ce que vous allez avoir dans un circuit électrique? Ben, vous avez trois choses, trois éléments. Vous avez une source d'énergie électrique. Donc ça vous donne, c'est vraiment votre source de tension. C'est ce qui permet de créer votre hauteur. Vous pouvez voir ça comme un ascenseur. Vous partez en bas
en bas de votre cascade et pour pouvoir monter votre cascade, vous prenez l'ascenseur. Ensuite, vous avez des récepteurs qui transforment cette énergie. Donc, à la source, donc qui est notre énergie de départ, bah, vous pouvez avoir un four, vous pouvez avoir une résistance, des condensateurs, des bobines, etc. Et entre les deux, bah, vous avez des fils conducteurs qui relient ces éléments. Donc le circuit le plus simple que vous pouvez faire, c'est celui-ci, une source, un élément, donc par exemple une résistance, et c'est relié ici. Donc on a l'énergie d'entrée, c'est notre source, l'énergie en sortie, c'est notre élément, et on transmet par des fils conducteurs. Et quand on vous parle que peut y avoir des pertes, bah, c'est souvent dans les fils qu'on peut avoir des pertes, parce que en fait, ce qu'on appelle des pertes d'énergie, c'est on ne transforme pas l'énergie comme on veut. Donc voilà, donc dans un four, bah, par exemple, l'énergie que vous utilisez pour faire afficher la température, bah, on considère que c'est de l'énergie perdue. C'est pas directement utilisé pour faire chauffer votre plat. Donc voilà. Alors, bon, une résistance de 48 ohms est alimentée par une source de tension de 12 volts. Donc, exemple 9.1, page 137. Schématiser ce circuit. Regardez, j'ai ma source de 12 volts, ici. Ensuite, j'ai ma résistance, comme ceci, et ma résistance de 48 ohms. Ici, je peux flécher mes tensions. Ma tension dans ma résistance, ça va être 12 volts. Parce que la tension dans ma source est de 12 volts. On voit, pour flécher une tension, on va toujours du potentiel le moins fort, donc le moins, vers le potentiel le plus fort, le plus. Par contre, le courant, c'est le contraire. Le I va aller du plus vers le moins. Donc, pour aller trouver son I, bah, on sait que finalement, la tension de la résistance, c'est la résistance fois I. Donc, on fait la tension divisée par la résistance et on trouve un courant I qui vaut donc 12 volts divisé par 48, ça donne 0,25 ampères. Ce qui est quand même assez élevé. Je préfère vous le dire. Et qu'advient-il de l'énergie électrique? Alors l'énergie électrique, déjà, on peut la calculer. Notre puissance, ça fait 12 fois l'intensité qu'on a, 0,25. Donc la puissance qu'on a en entrée, 12 fois 0,25. On a une source qui a une puissance de 3 watts. Pour l'énergie, bah, par exemple, si on voulait chercher l'énergie qui était utilisée durant 2 minutes, bah, on ferait les 3 watts fois 2 minutes fois 60 secondes, on aurait 360 joules. Donc notre source va fournir 360 joules. Et ces 360 joules vont aller dans la résistance et la résistance, par effet joule, va la transformer en chaleur. Donc l'énergie électrique va devenir de la chaleur. Bon, ok. Maintenant, on a vu une seule composante. Si on a plusieurs composantes, et nous on va se contenter de regarder les résistances, on va donner un nom à notre circuit, à notre maille. Bon. Ce qu'on va dire des résistances en série, c'est quand les résistances vont partager une et une seule borne qu'on voit ici, et en plus, elles sont toutes seules. On n'a pas une troisième résistance là-dessus. Et en série, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, notre courant I qui va être ici, ça va être notre courant I qui va être en sortie. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, ça serait une route. Vous êtes sur une route, vous passez du béton à de la gravelle. Bah, le béton, ça serait votre résistance 1 et la gravelle, ça serait votre résistance 2. Le nombre de voitures qui passent sur la route ne change pas. En parallèle, en parallèle, c'est quand notre courant I va se séparer en deux. Bon, une partie va aller vers le haut, I1, et une partie va aller vers I2. Et d'ailleurs, on peut tout de suite comprendre que I va être égal à I1 plus I2. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. C'est assez logique. Vous avez 5 voitures, 2 qui vont en haut, 3 qui vont vers le bas, bah, vous avez toujours 5 voitures. Donc c'est assez facile à comprendre ça.
Donc en parallèle, on voit les résistances, elles partagent les mêmes bornes. On pourrait en rajouter une troisième, une quatrième, etc. Tant qu'elles partageaient les mêmes bornes, donc on pourrait rajouter une troisième comme ceci. Si ça partage les mêmes bornes, elles sont en parallèle. Et enfin, quand c'est mixte, c'est notre circuit, il y a un peu des deux. Donc on voit ici, R3 n'est pas en série avec R1 et R2. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a juste une séparation. Tout ce qu'on pourrait faire, il y aurait R1 et R2 qui seraient en parallèle. On pourrait calculer la résistance équivalente de R1 et R2 et cette résistance équivalente-là serait en série avec R3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un circuit mixte où on retrouve du série et du parallèle un petit peu mélangés. Et des fois, il y a même des circuits qui sont mixtes, mais qu'on ne peut pas dire qu'une résistance est en série ou en parallèle avec une autre. Ces cas-là ne seront pas étudiés en secondaire 4. C'est juste que ça sera plutôt étudié en sciences de la nature ou dans un cours d'électricité suivant. Bon, on avait déjà parlé des appareils de mesure, comment on les représentait. Alors ça, c'est vraiment important. Donc si vous regardez votre premier circuit, c'est un circuit mixte. Il y a une résistance R1. Alors R2 et R3 sont en parallèle. Donc R2 et R3 sont en parallèle, comme ceci. Et puis R1 est branché à ces deux résistances-là. On veut mesurer ici la tension de R3. Pour mesurer la tension de R3, on branche en parallèle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va juste effacer ça, voilà. On le voit, on va brancher notre voltmètre en parallèle. Alors ici, on a mis comme si c'était un fil. Voilà, en fait, bien sûr, vous auriez tout simplement à dessiner comme ceci. C'est un branchement en parallèle, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes bornes, les deux mêmes côtés. L'ampèremètre, par contre, alors déjà, je reviens juste sur le voltmètre, il mesure la tension. Quand vous voulez mesurer une hauteur, vous vous mettez à côté de l'objet et vous mesurez, je veux mesurer mon crayon, qu'est-ce que je fais? Je veux mesurer la hauteur, je me mets comme ceci de mon crayon. Donc je me mets en parallèle sur mon crayon. L'ampèremètre, lui, mesure le courant. Donc quand je veux mesurer le courant d'une rivière, est-ce que je reste à côté de la rivière? Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je dois me mettre dans l'eau. L'eau doit me passer dessus. C'est la même chose pour l'ampèremètre, ça doit passer dessus. Donc on le met en série. Ici, l'ampèremètre mesure le courant qui passe dans R3. Et on voit que c'est en série parce qu'il partage une et une seule borne. Il n'y a personne d'autre dessus. Donc voilà, on considère que c'est en série. Et enfin, l'ohmmètre, on l'avait vu, donc l'ohmmètre, on le voit moins bien, c'est ceci, c'est pour mesurer directement la valeur de la résistance. Il faut enlever la résistance du circuit et le mesurer directement. Ça, c'est important que vous le sachiez, vous allez avoir beaucoup de questions là-dessus sur les appareils de mesure. Et dans vos laboratoires, donc vous allez avoir des laboratoires virtuels sur Internet, vous allez devoir mettre justement ces appareils. Donc, on branche un voltmètre en parallèle, on branche un ampèremètre en série et on branche un voltmètre en parallèle, un ampèremètre en série et on branche le ohmmètre en débranchant la résistance. Peut-être que dans les circuits, vous verrez sur Internet, vous n'aurez peut-être pas besoin de débrancher le circuit. Il faudra peut-être juste placer les deux bornes. Vous verrez à ce moment-là. Bon. Alors, les associations de résistance. Comment on dessine une résistance? Nous, on a vu surtout la norme américaine. Soyez pas étonnés si vous voyez cette manière de dessiner, c'est la norme européenne. Vous pouvez être appelé à voir les deux, surtout qu'on est dans un pays francophone, donc on peut être amené à avoir beaucoup de documents de France, en plus en ayant un prof français qui peut utiliser des exercices français. Donc soyez pas étonnés, ça, un rectangle, ça représente une résistance. Bon, c'est facile à se rappeler. Ok, donc là on a vu la page 137, on a vu la page 138 et 139. Donc le voltmètre, l'ampèremètre, le mètre. On est rendu à la page 139.
les lois de Kirchhoff. Alors là, ça change un petit peu parce que j'ai rempli un petit peu, j'ai mis un petit peu plus de choses. Bon, déjà une petite erreur ici au niveau de notation. Une tension, on met un delta. Donc voilà, donc on va se mettre un delta comme ceci. Donc c'est delta V4 plus delta V3 plus delta V2 moins delta V1 qui va être égal à 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On se rappelle qu'une tension, ça représente un changement d'altitude. Moi, j'aime beaucoup utiliser en fait la notion d'ascenseur et d'escalier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, mettons que j'ai 12 volts ici. Ça, vous voyez, c'est une autre manière de représenter notre circuit. Donc, allons-y comme c'est ça. Ça, c'est notre source de courant. Bon, en fait, j'ai commencé par la loi des tensions. Hein. Voilà. Bon, ça c'est. Oui, j'ai commencé par la loi des tensions. C'est pas très grave. Bon, on va continuer. Donc, imaginez ici que vous avez 12 volts. Vous partez ici de 0 volts et vous prenez votre ascenseur qui est votre source de courant. Comme ceci, vous montez à 12 volts. Donc, même chose, vous prenez un ascenseur qui vous monte de 12 mètres. Au lieu de prendre l'ascenseur, vous voulez prendre les escaliers. Donc ici, je prends un premier escalier qui me fait monter de 3 mètres. Là, j'ai un autre escalier qui me fait monter de 4 mètres. Donc je suis rendu à 7, il me reste 5 mètres à monter. Troisième escalier qui me fait monter de 5 mètres. Qu'est-ce que je vois? En prenant l'ascenseur, je suis monté de 12. En prenant les escaliers, je suis monté de 3, plus 4, plus 5. Ça devrait pas mal vous aider. Et vous pouvez même vous représenter la notion de potentiel. Ici, ça serait 0 volts. Là, ça serait le point C, il serait à 3 volts. Le point B, il sera à 3 plus 4. On est rendu à combien? On est rendu à 7 volts. Et on rajoute 5. Et ici, nous sommes rendus à... quelle couleur je n'ai pas utilisé? Le rouge. Ici, nous sommes rendus à 12 volts. Donc, se rappeler cette notion d'état, je trouve c'est vraiment cool pour s'en rappeler. Et donc, finalement, on voit bien que 3 plus 4 plus 5, 3 plus 4 plus 5, moins 12 est égal à 0. Ce qui nous permet de déduire, donc là, on est à la page 140. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est dans la partie 10. Ah, je croyais qu'on la voyait déjà. Bon, en tout cas. Ok, c'est pas plus grave que ça. Si on reprend ceci, on va aller rajouter, regardez, hop, je vais aller rajouter une diapositive, voilà. Donc là, page 140, on a parlé de la loi des tensions. Donc là, je veux juste vous montrer. Donc si on a des résistances qui sont en série, 3 résistances en série, que font les tensions? Les tensions s'additionnent. Delta Vs, c'est celle-ci, et delta V1 va être ici. Delta V2 et delta V3. Voilà, donc ça c'est la page 139. Delta Vs égale delta V1 plus delta V2 plus delta V3. Ce qu'on peut remarquer à ce moment-là, comme les delta V sont égales à R fois I, on va voir l'intensité qui est ici. L'intensité, elle reste la même partout. Donc, si on voulait remplacer par une seule résistance, donc les 3 résistances qui est ici, on voudrait mettre une résistance équivalente. Comme l'intensité est la même partout, delta Vs est égal à delta V1 plus delta V2 plus delta V3. Donc delta Vs va être égal à
R1 fois I plus R2 fois I plus R3 fois I. Donc ça va être égal à R1 plus R2 plus R3 fois I. Ça va être égal à la résistance équivalente fois I, c'est-à-dire R1 plus R2 plus R3. Voilà, donc la résistance équivalente en série, c'est R1 plus R2 plus R3. On va le revoir dans le chapitre 10. Bon, ça, c'est pas plus grave que ça. Et finalement, par contre, si vous avez quelque chose qui est en parallèle, comme ceci, en parallèle, la tension est conservée, c'est-à-dire que ici, je vais avoir, sélectionner ça, ici, je vais avoir 0 volts, et puis là, mettons que j'ai un 12 volts en source, partout, je vais être à 12 volts. Voilà, donc la tension est la même dans la résistance R1, dans la résistance R2, dans la résistance R3. Donc voilà ce qu'il fallait voir. Donc on a vu la page 140. Et ce que je vous ai raconté pour les résistances en série, donc R équivalent égale R1 plus R2 plus R3 plus R4, etc. On vient de le démontrer avec la loi des tensions. Donc on a fait la page 140. La page 139, on revient. J'avais juste inversé loi des tensions, loi des courants. Bon, un nœud. Un nœud, qu'est-ce que c'est? Donc on appelle ça la loi des nœuds. Un nœud, c'est où ça se sépare. Donc on voit qu'ici, il y a hop et hop. Donc, on voit, c'est un nœud. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, les I entrants, bah, on a I1 plus I2, par exemple, dans notre premier dessin. Ça entre, ça sort. Ça est égal à I3 plus I4. Bah, c'est normal. Vous avez 3 voitures qui arrivent d'un côté, 3 voitures qui arrivent de l'autre, se rencontrent en un seul point, ça peut être un rond-point. Vous sortez du rond-point. Ah oui, un nœud, c'est un rond-point, c'est tout. Bah, vous sortez du rond-point et vous avez peut-être 2 voitures qui ressortent d'un côté, puis 4 de l'autre. Donc 6 voitures entrantes, 6 voitures sortantes. Attention, quand je dis c'est un rond-point, on ne peut pas faire demi-tour. C'est-à-dire que vous avez des branches qui entrent et vous avez des branches qui sortent exclusivement. Les branches ne rentrent pas et sortent. Faites attention à ça. Bon. Même chose, je vais aller rajouter une diapositive. Voilà. On va recacher ceci. Donc là, on reprend le petit dessin de la page 139. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand vous avez des résistances qui sont en série, on en a parlé. Voilà mes résistances en série. Le courant I qui est ici, bah, c'est le même qui est ici. Donc, en série, le courant est conservé, la tension est divisée. Donc, retenez ça. En série, c'est le courant qui est conservé et la tension, vous devez faire la somme des tensions. Par contre, en parallèle, on a vu tout à l'heure que la tension, elle, était la même partout, sauf que, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a notre courant, qui est comme ça, I qui va se diviser en I1 plus I2 plus I3. Donc cette fois-ci, c'est en parallèle qu'on a I de la source qui est égale à I1 plus I2 plus I3. Donc en parallèle, c'est la tension qui est constante, qui reste constante, et mais le courant qui est divisé. Et à partir de ceci, quand on veut trouver une résistance équivalente, donc on voudrait remplacer ces 3 résistances-là par une seule résistance, je vous épargne le calcul, mais le calcul, ça serait celui-ci, la formule. 1 sur résistance équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Et pour gagner du temps, parce que l'erreur que vous allez faire l'inversion 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 et vous allez dire que c'est la résistance équivalente. C'est faux, c'est l'inverse de la résistance équivalente. Donc il faut inverser votre résultat. C'est une erreur qui est très fréquente et qui va être refaite. Moi je vous dis, si vous avez seulement que 2 résistances qui sont en parallèle, vous pouvez directement faire ce calcul. R1 fois R2 divisé par R1 plus R2.
Donc ce calcul-là ne fonctionne que si vous avez deux résistances en parallèle. Par contre, si vous en avez 3, 4, etc., je vous conseille d'utiliser ce calcul. Donc voilà. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est vous le retrouvez ici, l'explication. 1 sur règle équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R. Voilà. Donc on a fini la page 139. On est rendu aux exercices. Alors, bon. Donc la résistance équivalente. Trouver des résistances équivalentes une par une pour trouver la résistance équivalente générale. On regroupe les résistances en série et en parallèle entre elles. Donc, exemple. Voilà, c'est bon. Exemple. Je veux trouver ici la résistance équivalente de mon circuit. Donc mon circuit, il est là. Puis si j'avais à brancher une source, je pourrais la brancher comme ceci. Donc je veux trouver la résistance équivalente de ceci. Alors qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, j'essaye de voir qu'est-ce qui est en série en parallèle. Donc, en parallèle, on va les faire en vert, alors qu'en série, on va les faire en bleu. Donc, allons-y. 3 et 6 ohms sont en parallèle. Donc, je note R de 3, 6. Donc, c'est juste pour indiquer que c'est la résistance équivalente de 3 et de 6 ensemble. Je fais le calcul, j'en ai que 2 en parallèle. 3 fois 6 divisé par 3 plus 6. Donc 3 fois 6, 18. 18 divisé par 9, ça me donne 2. Voilà. Donc c'est 2 ohms. Maintenant, je descends. Donc j'ai fait un circuit intermédiaire. Donc j'ai remplacé ma 3 ohms et ma 6 ohms par 2 ohms, tout simplement. La 7 et la 5 ohms sont en série et la 4 et la 2 ohms sont en série aussi. Donc je fais 7 plus 5, ça me donne 12. Et je fais 4 plus 6, 4 plus 2, ça me donne 6. Hop, puis hop. Donc 7 plus 5, je vais mettre 12. Et 4 plus 2, ça va me donner 6. La 12 et la 6 sont en parallèle. On est là. Donc 12 fois 6 divisé par 12 plus 6. Donc, je peux vous marquer le calcul, hein, je vais vous le dire. 12 fois 6, ça donne 72, divisé par 18, ce qui nous donne 4 ohms. Et on le voit ici, on obtient 4 ohms. La 5 et la 4 ohms sont en série. Oups, je n'ai pas utilisé la bonne couleur. Donc, en série, 5 plus 4, ça donne 9. Et donc, finalement, bah, on pourrait remettre ici notre circuit. Notre circuit de départ est équivalent à ceci, une source avec une seule résistance de 9 ohms. Voilà ce que vous aurez à faire tout le temps. Parce que très souvent, on branche des ampoules, on branche des résistances, etc. Puis finalement, on se retrouve à devoir faire des calculs de résistance équivalente. Donc voilà. Bon. Pour les piles, on en parle très rapidement. Les associations de piles, c'est comme les changements de hauteur, on en a déjà parlé. Ici, je suis à 0. Je monte de 6 volts. Donc ici, je suis rendu à 6. Je reprends un autre ascenseur qui me fait remonter de 6 volts. Donc ici, je suis rendu à 12. Donc, si je mets deux sources de courant en série, j'ai une plus grande tension. Par contre, ici, je commence à 0, je monte de 6, ou je monte de 6. Ça revient à la même chose, je reviens à 6 volts. À quoi ça sert de mettre en parallèle? Ça permet de faire passer plus de gens en même temps.
vous mettez plusieurs ascenseurs en parallèle, ça se voit beaucoup dans les immeubles. Si vous avez été à New York, vous avez 4, 5, 6, 7, 8, 9 ascenseurs en parallèle. Pourquoi on fait ça? Pour mettre plus de gens. Donc ça permet d'avoir plus de courant. Donc ce qui est très intéressant dans vos appareils électroniques, si vous mettez vos piles en série, c'est pour avoir une plus grande tension. En parallèle, c'est pour avoir un plus grand courant disponible. Ok, alors faisons finalement donc les exercices. Pour chacun des schémas de circuit électrique, déterminez les valeurs de courant, de différence de potentiel, ce qu'on appelle la tension, de résistance demandée. Donc appliquer en fait delta V égale R fois I. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'aime pas, on a oublié, il faut marquer ici, c'est bien une tension, une différence. Donc ça fait delta V, c'est R fois I, 4 fois 1, donc ça fait 4 volts. Ici, vous avez un delta V2 qui vaut 4 volts. 4 divisé par 2, ça donne 2 ohms. Ici, R1 est égal à 4 ohms et R2 égale 2 ohms. Ah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est en série, donc le courant est le même partout. Donc delta V1, ça fait 4 fois 1, ça fait 4 volts. Delta V2, ça fait 2 fois 1, ça fait 2 volts. 4 plus 2, ça fait 6 volts. Donc on a une source de 6 volts. R1 est égal à 4 ohms, R2 est égal, on ne sait pas, mais on vous donne le delta V2 et le courant I. Donc le courant I, c'est le même partout. 8 divisé par 1, ça vous donne la résistance, donc c'est une résistance de 8 ohms. Delta V1, 4 fois 1, ça fait 4. 8 plus 4, ça vous donne 12 volts. Ça, c'est la source. Attendez, j'ai peut-être fait une erreur. Je vais peut-être zoomer. Oui, excusez-moi. On va reprendre cet exercice-là. Ce qu'on vous donne, c'est 8 volts ici. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Il faut un peu plus réfléchir. Si on a 8 volts, on a la résistance 1 et on a le courant 1. Donc, on peut trouver 4 fois 1, on a bien 4 volts pour la tension 1. Et là, 8 moins 4, on a une tension 2 de 4 volts aussi. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a obtenu la tension 2, on fait 4 volts divisé par 1, on trouve 4 ohms. Voilà, c'est un petit peu plus difficile. Donc, page 142. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne les tensions. Donc, on nous donne delta V1, delta V2. La source, 3 plus 6, ça fait 9 volts. Vous divisez par, maintenant, 3 volts divisé par 3 ampères, ça va donner 1 ohm. Et 6 volts divisé par 3 ampères, ça va donner 2 ohms. Donc voilà, donc là on a fini les séries. Allons-y avec les parallèles. Alors, en parallèle, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la F, on a 3 ampères au total. On a I1 qui vaut 1 ampère. Donc, on trouve I2, 3 moins 1, ça va nous donner 2 ampères. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne? Delta V de la source, c'est 3 volts. Delta V1 égale delta V2, ça va donner 3 ici. Et puis, donc vous avez 3 pour chacune des tensions. Et vous faites 3 divisé par 1, ça va vous donner 3 ohms pour R1. Et 3 divisé par 2, ça va donner 1,5 ohms pour R2. Voilà, donc toujours la formule delta V égale R fois I. Et vous regardez, il y a une des inconnues là-dedans. Donc voilà. Et très pratique de se rappeler, delta V est constant en parallèle, I est constant en série. Donc là, comme on est en parallèle, delta V va être le même partout. Donc on le voit pour le petit g, on a le delta V qui est le même partout. Donc 4 volts pour la source, 4 volts pour delta V2. Ça ne change pas. Pour le courant A, là c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ah non.
on nous donne R2, donc 4 volts divisé par 2, ça va donner 2 ampères pour le courant de I2, et I1, c'est la somme des deux, donc I va être 1 ampère plus 2 ampères, ça va donner 3 ampères. Il nous manque R1, bah R1, on fait 4 divisé par 3. 4 divisé par 1, ça a donné 4 ohms. Et on a oublié quoi? Bah, on a tout trouvé. C'est bon. Dernier B, le dernier, le H. Alors, le H, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le courant I2 et R2. Bon, bah, 6 fois 1, ça a donné la tension de delta V2, donc ça a donné 6 volts. Ce qui va être la même partout, 6 et 6, parce que c'est conservé. Donc maintenant, 6 volts divisé par 2 ohms, ça a donné 3 ampères pour I1. Et puis bah, 3 plus 1, ça a donné 4 ampères au total. Bon, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris pas mal de choses qui est assez important. On termine ce chapitre-là. Donc, dernière chose à voir pour ce chapitre, c'est les interrupteurs. Donc, vous voyez comment on dessine un interrupteur. C'est comme ceci. Ça permet de faire passer ou non le courant. Donc, voyons voir. Voyons voir la situation. On va dessiner la situation à chaque fois. Alors, voyons voir. Donc, état de l'interrupteur 1 pour la situation A, il est ouvert. Par contre, l'interrupteur 2 est fermé et l'interrupteur 3 est fermé. Donc, je regarde mon courant I. Mon courant I est ici. Est-ce qu'il peut passer l'interrupteur 1? Non. Donc, il n'y a aucun courant qui passe dans mon circuit. Donc, aucune ampoule est allumée. Il n'y a pas d'ampoule. Zéro. Aucune ampoule. Maintenant, je ferme mon interrupteur 1. Je vais effacer ici. Mon interrupteur 2 est ouvert, mon interrupteur 3 est ouvert. Bah, j'ai beau avoir mon courant I est rendu ici. Il pourrait se rendre ici. Il ne va pas se rendre. Il pourrait. Parce que tant que votre circuit n'est pas entièrement fermé, il n'y a pas de courant qui passe. Mais on voit que ça ne peut pas passer. Donc la route est bloquée. C'est bloqué. Donc là, bah, il n'y a rien, il n'y a aucune ampoule qui est allumée. Troisième cas, interrupteur 1 fermé, interrupteur 2 fermé. Ah, mon courant I, là il peut passer. Il va passer ici, il va passer là. Est-ce qu'il va aller à B? Non, donc il va revenir au point de départ. Donc il prend un chemin possible. A et C vont être allumés. Et le B ne va pas être allumé. Ça aussi, c'est le genre de petit truc que vous allez faire dans votre laboratoire virtuel. Et enfin, dernière chose, bah là, pour le coup, on bloque, on laisse ouvert l'interrupteur 2, on ferme l'interrupteur 3. Donc là, le courant ne passe plus ici, il va passer dans l'ampoule B et A va être toujours allumé. Donc A et B. Donc voilà, donc ça c'était la page 143. Essentiel du chapitre, qu'est-ce que vous avez à retenir de ce chapitre? Le branchement. Branchement d'un voltmètre, d'un ampèremètre, d'un ohmmètre. Vous devez savoir le faire. L'association des résistances. Résistance en série égale R1 plus R2. Résistance en parallèle, 1 sur R parallèle est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je vous rajoute en plus de vous rappeler de la loi des d'Ohm et de vous rappeler de la puissance. Toujours très pratique, ces deux formules-là. L'association des piles, bah, ça c'est assez simple. Hein. Si c'est en parallèle, ça donne plus de courant. Si c'est en série, ça donne plus de tension. Réfléchissez avec l'histoire d'ascenseur et d'escalier, ça marche très bien. La loi des mailles, la loi des nœuds, sans rappeler. Donc, quand c'est en parallèle, c'est la tension qui est conservée. Quand c'est en série, c'est le courant qui est conservé. Donc voilà ce qui termine ce chapitre-là. Donc je vais arrêter la vidéo pour celui-ci. Je vais refaire une nouvelle vidéo pour le chapitre 10.